Les problématiques environnementales sont plus que jamais ancrées dans notre quotidien et, hasard du calendrier, elles sont en ce 6 novembre parfaitement en phase avec l'actualité. En effet, dans quelques jours s'ouvrira la COP 30 à Belém. Les États, les chercheurs, les acteurs économiques et les acteurs de la société civile du monde entier y débattront de la transition écologique et des moyens d'agir face au changement climatique. À notre échelle, nous partageons également cette ambition, mieux comprendre pour mieux agir. Ainsi, la statistique publique se doit d'observer, de quantifier, de rendre compte des évolutions pour éclairer les décisions des acteurs publics et nourrir le débat collectif. Ce rendez-vous de l'INSEE s'inscrit dans cette démarche. Nous y partagerons la façon dont les statistiques, qu'elles soient produites par l'INSEE ou par des partenaires, contribuent à documenter les enjeux environnementaux et à accompagner les actions locales et nationales. Nous aborderons tout d'abord la prise en compte du volet environnemental dans la comptabilité nationale à travers les comptes augmentés. Sébastien Roux, de la Direction des études et des synthèses économiques à la Direction générale de l'INSEE, nous présentera une méthode innovante, méthode qui enrichit la lecture de notre activité économique par la dimension environnementale. Dans un deuxième temps, Isabelle Delhomme, chef de projet à l'INSEE Pays de la Loire, et Manon Rouleau, d'Air Pays de la Loire, nous partagerons les résultats de 2 études menées en collaboration sur les émissions de gaz à effet de serre, d'une part, et sur les émissions de polluants atmosphériques, d'autre part. Enfin, Emmanuel Patini, responsable du pôle climat et qualité de l'air à la DREAL des Pays de la Loire, viendra témoigner des actions engagées pour mieux répondre aux enjeux du changement climatique, que ce soit au niveau national ou au niveau local, en y apportant des exemples concrets. Ces 3 interventions viendront pleinement illustrer la complémentarité entre la connaissance des phénomènes et les actions en faveur de la transition écologique. Elles viendront illustrer comment la statistique publique et les services de l'État contribuent, chacun à leur manière, à relever l'un des plus grands défis actuels. Sans davantage vous en dévoiler le contenu, je remercie déjà nos intervenants, ainsi que chacun d'entre vous pour votre participation à ce rendez-vous. Merci à tous. Très bien. Écoutez, merci en tout cas pour cette invitation à présenter ce travail, hein. Donc, comme Claire vient de le dire, effectivement, la motivation derrière des comptes augmentés et plus particulièrement du volet environnemental des comptes augmentés, est bien de proposer un nouveau jeu d'indicateurs, en tout cas une grille d'analyse qui permette de mettre en regard à la fois l'activité économique et les conséquences de la dégradation de l'environnement que parfois cette activité économique peut générer. Et en fait, donc du coup, peut-être dans un premier temps, je rappelle un petit peu la genèse du programme des comptes nationaux augmentés. Euh, il vient un peu du constat, du constat que l'indicateur qui est le produit intérieur brut, qui est vraiment l'un des indicateurs phares de l'INSEE, hein, qui est vraiment la mesure de l'activité économique dans une zone donnée. Cet indicateur, il a des limites, quand bien même son utilisation, qu'il est utilisé vraiment comme un critère qui permet d'apprécier la performance d'un pays, donc c'est-à-dire un critère qu'il s'agirait de maximiser. Mais cet indicateur en lui-même, il est problématique à cette aune-là, parce que il a plusieurs limites. Déjà, il ne reflète pas vraiment le bien-être d'une population, hein. Par exemple, il y a une dégradation d'une situation peut générer un surcroît d'activité et donc dans ce cas-là peut envoyer un signal complètement opposé par rapport à la mesure du bien-être qu'il peut donner. Il reflète pas aussi la soutenabilité de politique, hein. C'est un indicateur qui mesure l'activité économique à un moment donné sans refléter effectivement la dégradation qui peut survenir plus tard du fait de cette activité économique. Et donc,
toutes ces limites sont bien connues par les comptables nationaux qui, eux, ne prétendent pas justement que cet indicateur doit être utilisé sans recul. Il y avait eu donc une commission a été installée en 2008 justement pour réfléchir aux limites de ces indicateurs et comment faire en sorte que que d'autres dimensions que la seule activité économique puissent être prises en compte dans la mise en place de politiques publiques. Et donc c'est ce rapport Stiglitz-Fitoussi qui était sorti en septembre 2009 qui avait posé quelques recommandations vis-à-vis des instituts de statistiques pour justement aller dans un sens de prise en compte d'autres dimensions que la seule dimension économique comme, comme mesure de la performance d'un pays. Et notamment, parmi ces recommandations, il y avait l'idée de s'appuyer sur des indicateurs qualitatifs pour mieux rendre compte du bien-être. Il s'agissait aussi de distinguer la mesure du bien-être courant et de sa soutenabilité, et notamment quand on va justement essayer de prendre en compte la dimension environnementale, la prise en compte de la soutenabilité en elle-même est vraiment une question importante. Et également, donc, une autre recommandation, c'était de compléter l'ensemble des indicateurs autant que possible par des indicateurs de dispersion. Bon, là, cette recommandation concerne plutôt l'autre volet des comptes augmentés que je ne développerai pas ici. Et donc les conséquences de ce rapport, alors ont été, enfin c'était une démarche un peu générale aussi, c'est du coup d'essayer de développer tout un tableau. L'idée c'était la recommandation du rapport, c'était vraiment d'utiliser des tableaux d'indicateurs qui, à côté de l'indicateur d'activité économique qui est le PIB, qui est quand même existe et qui est intéressant quand même, de développer des indicateurs sur les autres dimensions qui ne sont pas prises en compte par l'activité économique et donc des indicateurs notamment reflétant les évolutions environnementales. Donc au niveau mondial, c'est les indicateurs de développement durable qui répondent à des objectifs de développement durable répondent à ce type de préoccupation. Et en France, plus précisément, il y avait eu en 2015 une loi votée, la loi dite Eva Sas, qui était la députée qui avait porté ce projet de loi, qui visait, dont l'objet de cette loi, c'était de faire en sorte que des tableaux d'indicateurs, une douzaine d'indicateurs, soient régulièrement mis à disposition des décideurs et du public, donc et avec des indicateurs qui couvraient les dimensions relatives à l'environnement, mais les inégalités également. Et dans l'idée que ces indicateurs devaient être utilisés par les décideurs pour évaluer ou pour rendre compte des conséquences des politiques publiques qui étaient adoptées. Cette loi avait été votée à l'unanimité. Il y avait à ce moment-là un mouvement, effectivement, pour essayer justement de sortir de ce qu'on appelle la tyrannie du PIB, c'est-à-dire de prendre en compte finalement ces autres dimensions. Donc à côté de cela, à côté de ce développement de tableaux de bord qui est mis à jour régulièrement sur le site de l'INSEE, l'INSEE a investi dans des enquêtes pour essayer de mieux rendre compte du bien-être et notamment du bien-être subjectif, même si ça c'est un sujet un petit peu à côté de celui qui nous réunit ici. Alors, si je reviens sur les tableaux de bord, et je développe un peu ce point-là parce que ça explique aussi pourquoi on a mis en place le programme des comptes augmentés. Mais le fait est que ces tableaux de bord, quand bien même il y avait un soutien politique au moment où ils ont été mis en place et commençaient à être diffusés, ça n'a pas pris. C'est-à-dire que je doute que vous ayez beaucoup entendu parler de ces tableaux, de ces indicateurs de richesse. Et en tout cas, les décideurs ne les utilisent pas vraiment pour examiner les conséquences des politiques publiques. Et quand on essaye de comprendre un petit peu les raisons de cet échec relatif, il y a plusieurs raisons qui pourraient expliquer cela. C'est d'une part ces indicateurs,
sont juste mis à disposition les uns à côté des autres, mais alors que sans qu'il y ait une réflexion sur la façon dont ils sont effectivement articulés et effectivement construits même en termes d'informations à la base disponibles, construits d'une certaine manière en cohérence les uns par rapport aux autres. Et donc, il y a déjà une difficulté finalement d'articuler les indicateurs, puisque dans la mesure où le signal qu'ils peuvent envoyer respectivement, ben, les différences de signal peuvent être liées au fait que les systèmes d'information qui les sous-tendent peuvent évoluer différemment sans que ça ne reflète effectivement une réalité objective. Ça, c'est la première chose. Et en termes d'articulation, il y a besoin un petit peu d'un accompagnement pour lire ce type de tableau, pour rendre compte des arbitrages entre les différentes dimensions qu'il recouvre. Et l'objet des comptes augmentés, c'est vraiment cela, c'est d'essayer de produire un cadre d'information globalement cohérent, qui s'appuie en fait sur la comptabilité nationale, hein, c'est le point de départ, et pour ce qui, pardon, voilà, dans la finalité vraiment d'abord dans un premier temps d'avoir donc du coup ces indicateurs cohérents et après d'être en mesure de les articuler les uns par rapport aux autres en leur donnant finalement un poids relatif et justement utiliser les concepts de la comptabilité nationale pour construire ces possibilités d'arbitrage. Et donc vraiment la démarche, la finalité de la démarche, c'est vraiment de faciliter l'analyse conjointe de la dimension économique avec la dimension environnementale d'un côté et sociale de l'autre. Et donc, première idée, c'est vraiment en termes de mise à disposition des données, c'est de construire des données qui soient cohérentes avec les comptes nationaux. Et donc, c'est-à-dire s'engager dans un travail de production statistique régulière, de façon à rendre disponible sur plusieurs années, ce qui permet d'examiner leur évolution au cours du temps, et donc les rendre disponibles à tout un chacun et de les mettre à disposition de façon pérenne sur le site de l'INSEE, ce qui nous a amené d'ailleurs à réorganiser un petit peu la façon dont les données même des comptes nationaux étaient mises à disposition du public, et de mettre à jour chaque année ces données de façon à pouvoir construire les indicateurs sur un rythme. Alors là, on est plutôt sur un rythme annuel, mais de façon à pouvoir justement, à chaque fois qu'il y a une nouvelle production ou une sortie des informations, pouvoir communiquer dessus. Et donc c'est vraiment donc on a différents étages à cette production, à cette idée de compte augmenté. Il s'agit donc déjà de cette mise à disposition de données qui est en fait concomitante, qui est, je dirais, mise en visibilité par des publications régulières. Et là, c'est ce dont je voulais vous parler aussi. Je vais rentrer plus dans le détail un petit peu de ce que de la nature des publications qui sont faites, et notamment ce que l'on met en avant, c'est on produit ce qu'on appelle des comptes des émissions de gaz à effet de serre et la mesure de l'empreinte carbone. Et là, on présente, dans l'idée de cette publication, c'est vraiment de présenter les émissions de gaz à effet de serre et la mesure de l'empreinte carbone, mais dans un cadre cohérent avec les données de comptabilité nationale. Quand je parle de cohérence de cadre, c'est-à-dire en regardant les émissions des unités résidentes en France, qui est un concept économique qui est cohérent avec celui de la comptabilité nationale, et en s'appuyant sur les nomenclatures de la comptabilité nationale, notamment sectorielle, pour présenter les différentes émissions, les émissions qui sont examinées. Alors, et ça, c'est, je dirais, le deuxième étage un petit peu du programme. Et le troisième étage, c'est d'aller encore plus loin, c'est-à-dire de proposer un message et un cadre je dirais, d'analyse de ces statistiques, donc de ces émissions de gaz à effet de serre et d'empreinte carbone, pour déboucher sur des indicateurs synthétiques qui vont permettre de mettre en articulation la dimension économique et la dimension environnementale, en fait, plus exactement la dimension liée aux dommages
aux dommages climatiques induits par les émissions de gaz à effet de serre, et pour déboucher sur un indicateur un peu similaire au produit intérieur brut, mais ça sera un autre indicateur qui va à la fois incorporer la dimension économique, mais également la dimension environnementale pour donner une proposition de mesure d'une performance, et une performance donc du coup économique, mais qui intègre aussi la dimension environnementale. Mais alors, ce faisant, bien sûr, on fait des choix, des hypothèses pour lesquelles il s'agit d'être le plus transparent possible et du coup de décrire un petit peu les conventions conceptuelles sur lesquelles il s'appuie, et ces indicateurs synthétiques, eux, sont encore en phase, je dirais, de conception plutôt exploratoire, et il s'agit à ce stade-là, bien évidemment, d'une contribution soumise au débat. C'est un cadre non figé. Et aussi, c'est ce que je vous expliquerai, c'est que de toute façon, ces indicateurs synthétiques ne pourront pas avoir le même statut qu'un indicateur comme le produit intérieur brut, dans la mesure où ça s'appuie sur des choix méthodologiques forts et qui peut être complètement débattu. Donc voilà, donc du coup, je vais présenter vraiment dans mon intervention, dans un premier temps, les comptes d'émissions dans l'air, vraiment les statistiques qui décrivent un petit peu les émissions des gaz à effet de serre en France. Du coup, la dernière publication est récente. Nous avons publié en octobre 2025. Donc, en fait, je mentionne 2 publications parce que ce travail de production des comptes d'émissions dans l'air, il est réalisé en lien direct. En fait, c'est une coproduction avec le SDES, qui est le service statistique du ministère de l'Environnement. Et donc, c'est pour ça que je précise ces 2 publications. Donc, nous avons publié sur 2024 vraiment les émissions résidentes et l'empreinte carbone. Donc, ce petit graphique permet un peu présente à la fois les émissions qui ont eu lieu en 2024, et il illustre la façon dont ces émissions peuvent se décomposer en distinguant entre les émissions liées à la sphère productive, donc qui correspondent donc au total, donc en 2024, il y a eu 404 mégatonnes qui ont été émises par les unités résidentes en France. Ces 404 mégatonnes se distinguent entre 305 qui sont liées vraiment à l'activité économique directe des entreprises, et 99 qui sont liés aux activités directes des ménages. Ces activités des ménages, ça consiste essentiellement en le transport et le chauffage pour se loger, enfin le chauffage des logements des gens. Mais en fait, donc ces émissions, elles se distinguent de l'empreinte carbone, et l'empreinte carbone correspond, donc les émissions intérieures correspondent à la colonne de gauche de ce graphique, l'empreinte carbone à la colonne de droite, et les colonnes intermédiaires explicitent la façon dont on passe des émissions donc intérieures à l'empreinte carbone. D'une part, il s'agit dans la production intérieure de distinguer la production vraiment intérieure hors les exportations, et dans la production intérieure, il y a une partie qui va être exportée. Et à chacune, on peut associer le niveau de tonnes carbone émises. Pour la production exportée, c'est les biens qui sont produits en France nécessitent qui sont produits en France mais qui sont exportés nécessitent conduisent à émettre 125 mégatonnes. Bien sûr, on peut faire dans le sens inverse, considérer les émissions qui sont importées, qui sont induites par les importations de biens qui vont être destinés à la consommation française. Et vous voyez que ces importations de biens ont nécessité les émissions de 284 mégatonnes à l'étranger. Et en fait, le remplacer, c'est la différence entre la production, entre les émissions exportées et les émissions importées, explique la différence entre l'empreinte carbone
et les émissions, dans la mesure où l'empreinte carbone consiste simplement à remplacer les émissions exportées par les émissions importées, ce qui nous amène à un total de 563 mégatonnes, soit 8,2 tonnes par personne. Donc vous voyez un petit peu ces émissions, les émissions françaises sont inférieures à leur empreinte, et ça reflète simplement le fait qu'on importe beaucoup de biens qui nécessitent la production, enfin qui conduisent à émettre pas mal d'émissions carbone. Et reflète aussi le fait qu'en France particulièrement, on émet un peu moins que dans d'autres pays. Juste une petite incise là. Je vais pas rentrer dans le détail de la mesure de l'empreinte carbone, mais en fait, pour mesurer l'empreinte carbone, on doit s'appuyer sur des données de la comptabilité nationale, et notamment ce qu'on appelle les tableaux entrée-sortie, ce qui permettent de décomposer pour chaque bien produit l'ensemble des intrants qui ont permis de le produire. Et on utilise ces matrices, ces tableaux en entrée-sortie pour, on utilise également leur version et en fait la possibilité de décomposer ces tableaux entrée-sortie, y compris au niveau international, et en utilisant les tableaux entrée-sortie de l'ensemble des pays du monde, en agrégeant plus ou moins, en adaptant l'information, pour pouvoir décomposer toute la chaîne de valeur et être en mesure de calculer effectivement pour chaque bien qui est consommé en France l'ensemble des émissions qui ont dû être faites pour le produire. Et donc c'est comme ça, donc déjà même par nature, en fait, la mesure de l'empreinte carbone s'appuie en fait sur les données de comptabilité nationale. Donc là, ce graphique vraiment vous présente la décomposition totale de l'empreinte, mais je dirais l'intérêt finalement de la démarche de production des comptes, c'est de pouvoir répéter cet exercice et de revenir le plus loin possible dans le passé pour pouvoir suivre au cours du temps comment évoluent à la fois les émissions et l'empreinte. Et ce graphique-là, notamment, présente un petit peu ces évolutions depuis 1990, ce qui permet de voir un petit peu comment les émissions sur le long terme évoluent, et ça permet en fait de se rendre compte que depuis 1990, les émissions résidentes ont baissé de plus de 30%. Et même d'un peu plus par habitant, puisque les émissions, les habitants, le nombre d'habitants a continué à augmenter sur la période, et on voit un petit peu ces évolutions là, et on mesure également on voit également le profil temporel d'évolution de l'empreinte carbone, qui lui du coup lui n'a pas diminué continuellement depuis 1990, il a augmenté en fait jusqu'en 2010, mais quand même on s'aperçoit que depuis 2010 il y a une vraie diminution de l'empreinte carbone que l'on constate de façon générale. Enfin, en tout cas, en particulier en France. Bien sûr, en revanche, dans le monde entier, les émissions, elles, continuent à augmenter. Mais quand on s'intéresse vraiment à ce qui se passe sur la France, là, on a le constat, au contraire, d'une diminution à la fois des émissions et de l'empreinte carbone. Donc, évidemment, une partie de cette augmentation, notamment de l'empreinte carbone entre 1990 et 2006, résulte en fait du fait et en lien avec la désindustrialisation de la France, dans la mesure où pas mal de biens manufacturés sont maintenant produits à l'étranger, et c'est vraiment cette augmentation cette perte d'industrie en France qui conduit à remplacer les émissions intérieures par des émissions à l'étranger, mais qui sont liées à notre consommation. En revanche, on voit que depuis 2010, malgré cette désindustrialisation, là, on a vraiment une forme de phénomène de décarbonation qui semble être à l'œuvre. Alors, l'intérêt quand même aussi finalement de ce travail, c'est aussi d'une certaine manière de pouvoir mettre en regard l'évolution d'indicateurs d'activité économique
et les évolutions des émissions. Puisque ici, en fait, on a construit ces émissions de façon à ce que les entités qui les émettent soient complètement cohérentes avec les entités dont on mesure l'activité économique dans la comptabilité nationale. Et donc là, je vous présente un peu ce graphique qui vraiment permet de mettre en regard à la fois les évolutions des émissions des activités économiques et celles du produit intérieur brut. Et on voit que, alors certes en 2020, il y a eu la grosse avec la crise du Covid, il y a eu une réduction du produit intérieur brut et une réduction concomitante des émissions. Que en 2020, du coup, la reprise ou enfin la compensation de ce choc très négatif se voit à la fois sur les émissions et le produit intérieur brut. Mais en fait, on voit que à chaque date, les émissions, et on peut avoir des situations où le produit intérieur brut croît et les émissions décroissent, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une fatalité à ce que pour accroître son activité économique, il faille accroître les émissions. Euh, mais du coup, ce constat, il permet d'être vraiment établi de façon un peu rigoureuse parce que on a une cohérence au départ des concepts. Et ça permet également de produire d'autres indicateurs. C'est notamment, ce graphique vous présente l'évolution des intensités des émissions par euro constant produit ou consommé. Donc on voit déjà que en fait le par euro produit, l'activité économique par euro produit correspond au ratio le plus faible, hein, ça reflète, et il est en décroissance. Alors là, on a un effet d'échelle en fait qui montre un petit peu que par euro produit ou consommé, il y a une décroissance des différents indicateurs qui sont examinés, hein, que ce soit le PIB, la demande finale intérieure, les exportations et les importations. Mais en fait, ce que ce graphique nous dit aussi, c'est d'une part, effectivement, l'intensité par euro produit ou consommé des importations est le plus élevé parce qu'en fait, que ce soit les importations ou exportations, ou qu'on considère les importations et les exportations par rapport à la demande finale intérieure ou au PIB, les importations et les exportations euh, contiennent plus de biens manufacturés qui, eux, sont plus riches en carbone. On voit aussi que, alors il y a un effet structure, mais le produire même des biens en France qui sont exportés ont une intensité en carbone plus faible que les biens importés. Ça reflète le fait que nos modes de production en France sont particulièrement décarbonés, hein, du fait notamment de la production d'énergie en France qui est très décarbonée par rapport à tout un tas d'autres pays. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on voit ce phénomène un petit peu de découplage progressif de l'activité économique qui se passe, y compris à l'étranger chez nos partenaires commerciaux, dans la mesure où on voit une baisse de l'intensité carbone par euro produit, y compris dans les exportations, ce qui montre d'une certaine manière, ce qui illustre le fait que, d'un point de vue relatif, ce phénomène de décarbonation existe quand même à l'étranger chez nos partenaires commerciaux. Donc ça reste très élevé, bien sûr, les émissions associées aux europroduits, mais petit à petit, il semble qu'il y ait ce phénomène de découplage qui se produise, quand bien même il se stabilise, c'est-à-dire on n'arrivera peut-être jamais à vraiment découpler totalement l'activité économique et les émissions. Enfin, par rapport à là, ce que je vous présente, c'est vraiment sur les bases des statistiques qui sont produites, un grand nombre d'indicateurs qui peuvent être construits avec ce que l'on présente comme statistiques. Et là, en fait, ce que je vous présente, c'est vraiment les possibilités de décomposer l'empreinte carbone selon différents critères. Hein, ici, selon les types de gaz qui sont pris en compte, hein, le CO2, le méthane et le nitrogène, enfin je ne sais plus exactement le terme, mais c'est pas très grave, mais aussi surtout par pays d'émission des gaz à effet de serre, par branche d'activité, par produits qui sont consommés, etc. Et en fait, la possibilité de décomposer finalement selon ces différentes caractéristiques l'empreinte carbone permet d'identifier les leviers par lesquels
des politiques peuvent être mises en œuvre pour justement continuer à diminuer l'empreinte carbone et les émissions de gaz à effet de serre. Voilà. Euh, Ensuite, là, je vais vous présenter. Là, je vous ai vraiment présenté les émissions, vraiment les comptes d'émissions des gaz à effet de serre, qui permettent vraiment, qui sont vraiment des constituants statistiques un peu de base, qui peuvent être utilisés par des utilisateurs, journalistes, décideurs, pour donner le contexte un peu donner un contexte autour des émissions de gaz à effet de serre. Là, ce que je vous présente est de nature un peu différente. C'est vraiment, on rentre plus dans un cadre beaucoup plus analytique, où l'objet un petit peu de ce travail et d'essayer de construire des indicateurs synthétiques qui permettent de mettre de présenter l'arbitrage entre activité économique et émissions de gaz à effet de serre. Et en fait, je reviens un petit peu à l'argument que je présentais en début de cette intervention, c'est le fait que le PIB est un indicateur limité dans le sens où il ne prend en compte que les activités économiques courantes, par définition du PIB, mais il ne prend pas en compte le fait que des activités économiques peuvent affecter la qualité du patrimoine qui va être transmis aux générations suivantes, et donc il peut dégrader le capital productif tel qu'il existe. Or, la question vraiment climatique, elle pose un problème, notamment vis-à-vis du dommage qui va être fait pour les générations suivantes. Et en fait, quand on réfléchit au sujet aux conséquences des émissions de gaz à effet de serre, on peut considérer qu'elles sont de deux natures. D'une part, les gaz à effet de serre dégradent le climat et génèrent des dommages qui vont affecter les conditions de vie futures. Alors ça peut être à la fois les conditions économiques, mais aussi vraiment la santé et la mortalité des gens. Et ça, c'est un coût dont on voudrait un peu, en tout cas au moins conceptuellement, tenir compte. Donc ça, c'est le premier dommage, c'est un peu le dommage le plus évident. Après, quand on y réfléchit, il peut y avoir aussi un deuxième dommage qui est un peu plus subtil, qui consiste en fait en l'idée que, pour justement limiter les dommages futurs, on va essayer de limiter les émissions de gaz à effet de serre actuelles. Mais cela, en fait, on génère une contrainte sur les comportements des entreprises, mais aussi des ménages, pour faire en sorte qu'ils limitent leurs émissions de gaz à effet de serre. Et là, derrière, c'est-à-dire on met en œuvre un certain nombre de politiques de décarbonation de l'économie, qu'on peut en fait presque assimiler. En fait, l'ensemble des politiques de décarbonation, on peut presque les résumer par l'existence d'un budget carbone, qui est le cumul d'émissions qui peut être autorisé par l'économie. Et en fait, quand on émet des émissions de gaz à effet de serre, on consomme de ce budget carbone, ce qui du coup va encore contraindre dans le futur les émissions de gaz à effet de serre, si on pense que le budget carbone est quelque chose qui doit être vraiment très contraignant pour l'économie. Et donc, en fait, il s'agit finalement de rendre compte de ces deux coûts, pour vraiment refléter l'arbitrage qu'il y a entre émettre des gaz à effet de serre et donc s'autoriser une certaine forme d'activité économique, et tenir compte effectivement des dommages dans le futur et de ces coûts de décarbonation que ces émissions induisent. Alors après, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en fait, dans les comptes, une partie de ces coûts sont déjà peut-être potentiellement intégrés. Alors pas dans l'indicateur du produit intérieur brut, mais dans le système global de la comptabilité nationale, dans la façon dont on mesure notamment le patrimoine de certains actifs productifs. Et notamment, notamment quand on regarde les effets des dommages futurs, certains actifs peuvent dès à présent perdre de la valeur du fait que ces dommages, la dégradation du climat, c'est quelque chose qui est quand même
anticipée. Alors certains n'y croient pas, mais quand même, il y a quand même un consensus. On sait tous que certains terrains vont être frappés par la sécheresse, l'augmentation du niveau des eaux nécessite de politiques d'adaptation. Et donc cela peut conduire certains actifs à perdre de la valeur du fait de l'anticipation de des dommages qui vont arriver. De la même manière, les coûts de décarbonation, c'est-à-dire l'obligation, par exemple, pour les constructeurs automobiles de passer aux véhicules électriques, induit des contraintes de production pour ces entreprises qu'elles vont reporter sur leurs clients, mais in fine, on rentre un petit peu toutes les politiques visant à décarboner l'économie conduisent dès à présent à modifier la valeur des actifs dans la comptabilité nationale, mais c'est des informations qui ne sont pas, qui n'apparaissent pas dans le PIB. C'est pour cela, l'idée, c'est vraiment, en fait, on peut voir finalement ces dommages comme, enfin, c'est les conséquences des émissions de gaz à effet de serre, comme à la fois une dégradation d'un actif qui serait le climat, d'un capital climatique, ou la consommation d'un budget carbone, dont il faudrait rendre compte dans un indicateur synthétique pour vraiment apprécier finalement l'arbitrage qui doit être fait. Et c'est pour cela qu'on propose comme indicateur ajusté pour rendre visibles ces coûts, ce qu'on appelle le produit intérieur net ajusté. Donc en fait c'est un indicateur qui est assimilé au produit intérieur net de l'économie, et le produit intérieur net par rapport au produit intérieur brut rajoute la consommation de capital fixe qui reflète l'usure du capital productif. Ici, l'idée, c'est vraiment d'introduire comme dimension supplémentaire pour cet indicateur net, c'est de rendre compte de la dégradation du capital climatique et pas seulement du capital productif, et aussi du fait que le budget carbone s'épuise au fur et à mesure, ce qui d'une certaine manière une forme de dégradation d'une forme de ce capital qui est le budget carbone qui est alloué. Alors donc on peut construire du coup le produit intérieur net ajusté qui est un indicateur d'activité qui va rendre compte finalement de sa dégradation du capital climatique et du budget carbone, et également l'épargne nette ajustée qui va être, du coup je décris ici un peu plus précisément, qui va refléter la perte de richesse liée justement à cette consommation de capital. Et donc en fait quand on va construire ces indicateurs synthétiques, donc on va construire le produit intérieur net ajusté qui va être du coup, quand je déroule un petit peu la façon de le construire, je pars du PIB. Alors là, je construis le produit intérieur net en enlevant du PIB. Le PIB, c'est vraiment la mesure de l'activité économique brute. Quand j'ôte la consommation de capital fixe, je rends compte de l'usure normale du capital qui se dégrade. Et là, en plus, qu'on va rajouter, on va ôter une mesure des dommages dans le monde liés aux émissions françaises. Ici, donc, le PINA va refléter, je dirais, les conséquences vraiment de l'activité productive française. Et donc, on va ôter une évaluation des dommages dans le monde liés aux émissions françaises et une évaluation de la consommation du budget carbone, ce qui nous arrive à un indicateur de produit intérieur net ajusté qui reflète vraiment le revenu de la production, net des dommages que cette production cause. Et on peut avoir du coup la vision patrimoniale, et là on va privilégier l'indicateur d'épargne nette ajustée. Donc je parle de l'indicateur d'épargne brute dans la consommation, dans la comptabilité nationale, qui consiste à considérer le revenu national non consommé. C'est la différence entre le revenu et la consommation totale. À cela, on note la consommation de capital fixe qui nous permet d'arriver au concept d'épargne nette. Ici, en fait, quand on parle du brut au net, c'est une façon d'introduire ce qui va se passer dans le futur dans un indicateur qui mesure une activité courante. Et donc, par rapport à l'épargne nette, on passe à l'épargne nette ajustée. Là, en enlevant les conséquences de la dégradation du climat liées aux émissions mondiales, mais sur la France seulement. Donc vous voyez, il y a une distinction quand dans la vision patrimoniale avec l'épargne nette, on s'intéresse vraiment, on approche plutôt de revenus et d'accumulation de patrimoine propre à la France.
Et alors que dans la production, dans l'indicateur de production, on regarde plutôt, on se focalise sur la production. Et donc par rapport à l'épargne nette ajustée, on note également la consommation budget carbone qui capture, je dirais, le niveau de contraintes liées de contraintes supplémentaires sur les politiques de décarbonation liées à des émissions supplémentaires. Donc voilà, donc c'est ce type d'indicateur, quand on les construit, on les calcule, on arrive à ce résultat-là, c'est que quand on s'intéresse au produit intérieur net, donc le produit intérieur net, alors là c'est des chiffres qui concernent 2023, était en France de 2294 milliards d'euros. Ça correspond effectivement à la richesse créée, produite purement en France. Et maintenant, quand on va justement ôter les dégâts, les estimations des dégâts causés par les émissions françaises et par la contrainte liée aux politiques de décarbonation, ça conduit à diminuer le PIN de 94 milliards d'euros, soit une baisse de 4,1%. Donc, on pourrait, alors, d'un point de vue conceptuel, ici, ce que l'on présente ici, ce sont les dégâts économiques, c'est-à-dire qui sont dans ce qu'on appelle la frontière de production du produit intérieur brut, c'est-à-dire qui ont vraiment une traduction économique. Ce chiffre de 94 milliards ne rend pas compte des dommages pouvant être liés à la santé ou à la mortalité induite par les changements climatiques. Et là, donc, il y a des travaux qui essayent, sur lesquels on s'appuie, qui évaluent un petit peu, qui traduisent en termes monétaires les dommages à la santé, à la mortalité induits par les changements climatiques. Et si on étend justement ces coûts à cette dimension-là, ça fait le PINA, l'ajustement conduit à réduire de 5,5% et non plus de 4,1% le PIN. Donc on voit que il y a un ajustement finalement de la mesure la mesure monétaire de la production qui est conséquent, mais qui n'est pas en fait si massif que ça avec les évaluations que l'on a. Là où peut-être l'autre indicateur que l'on regarde, c'est l'épargne nette. L'épargne nette, vous voyez, en 2023, elle était de 68 milliards d'euros. C'est vraiment la différence entre le revenu et la consommation, une fois qu'on tient compte de la consommation de capital fixe. Et depuis la création des comptes nationaux, dans 48-49, cet indicateur d'épargne nette a toujours été positif. Maintenant, quand on va ajuster justement cet indicateur et qu'on va rendre compte de la consommation de capital climatique et de la consommation de budget carbone, là, on réduit, on a un effet négatif de cet ajustement de l'ordre de 200 milliards qui conduit à avoir une épargne nette ajustée qui, elle, devient négative. Et là, du coup, on interprète ce changement de signe par, en fait, une perte de richesse qui traduit un manque de soutenabilité. Alors vous pouvez remarquer que ici l'ajustement il est de l'ordre de 200 milliards alors que quand on est dans une approche de production on est de 94 milliards. La raison en est que en fait les dommages que l'on exporte par nos émissions sont bien inférieurs aux dommages que l'on importe par les émissions mondiales. Et la raison à ce déséquilibre est liée au fait que la France a une production particulièrement décarbonée du fait de l'énergie qui s'appuie beaucoup sur le nucléaire en France. Donc, du coup, on a effectivement cet indicateur qui est produit donne un signal quand même plutôt négatif, voire pessimiste sur la situation française. Alors, on peut un petit peu le nuancer parce que finalement, là, donc, je vous présente comment la croissance du PINA se comporte par rapport à la croissance du produit intérieur net, qui se rapproche un petit peu de l'indicateur en volume de croissance qui est le plus regardé, qui est la croissance du PIB. Donc en orange, je vous présente la croissance du PIN depuis 2019 et les barres bleues et vertes reflètent en fait le surcroît de croissance qui est c'est la différence entre la croissance du PINA et la croissance du PIN. Et vous remarquez que la croissance du PINA
qui reflète en fait l'indicateur de croissance de la production en volume une fois qu'on tient compte de l'ajustement, vous remarquez que cette croissance, la croissance du PNA, elle est légèrement plus élevée que celle du PIN. La raison à cela est que, en fait, ce surcroît de croissance, il est lié au fait que les émissions en France, elles ont tendance à décroître. Et c'est cette décroissance qui, en fait, se traduit par, si on voulait en rendre compte dans des indicateurs de ce type-là, qui mesurent la croissance effective de l'économie, en fait, la croissance de l'économie serait légèrement sous-estimée du fait qu'elle ne rend pas compte des efforts que l'on fait justement pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. Donc voilà, alors pour finir un petit peu cette présentation qui est vraiment très conceptuelle mais qui aboutit quand même sur des constats qui nous semblent forts. Il faut rappeler quand même que ces évaluations reposent sur des subtilités et des hypothèses fortes. Alors je vous ai explicité la distinction entre les dommages causés par les émissions françaises qui nous permettent de construire le produit intérieur net ajusté et que l'on oppose aux dommages subis qui permettent de construire l'épargne nette ajustée. C'est une subtilité, mais le point important, c'est que ces valorisations sont fondées sur la prospective. En fait, parce que les émissions de gaz à effet de serre, on les valorise. On les valorise pour refléter notamment les dommages, on va s'appuyer sur des estimations de ce qu'on appelle le coût social du carbone, et pour valoriser justement les conséquences en termes de politique de décarbonation et de coût des politiques de décarbonation, là on va s'appuyer sur un indicateur qui s'appelle la valeur actualisée du climat. Mais ces deux concepts ne sont pas directement mesurés dans l'économie. La comptabilité nationale, normalement, s'appuie sur la mesure des transactions et donc s'appuie sur des prix qui sont observés, qui reflètent des transactions marchandes. Ici, sur ces gaz, la valorisation des émissions de gaz à effet de serre, ce type de transaction marchande n'existe pas. Et donc, il s'agit de reconstruire une valorisation. Et pour cela, notamment pour le coût social du carbone, on s'est appuyé sur des travaux effectués par une commission qui a été créée aux États-Unis, composée de climatologues et d'économistes qui avaient débouché sur un travail qui a été publié dans Nature en 2022 et qui permet effectivement en examinant vraiment l'ensemble des conséquences du changement climatique, de proposer des évaluations liées à chacune de ces conséquences. Mais donc c'est une pour cela, il devait s'appuyer sur des scénarios d'évolution des émissions de gaz à effet de serre et qui ont une nature prospective et très incertaine. De la même manière, la valeur d'action pour le climat s'appuie, elle, sur une description assez précise des technologies de décarbonation et de leurs coûts existantes pour en déduire le coût d'abattement moyen permis par les technologies en cours, en faisant des hypothèses sur le déploiement futur de ces technologies, et ils arrivent à ce résultat que nous exploitons de 154 € par tonne en 2023. Mais vous voyez, l'idée, ce que j'essaie de bien expliquer, c'est qu'il y a beaucoup d'incertitudes autour de ces chiffres et que, ne serait-ce que pour cette raison, les indicateurs que je vous ai proposés, ils nous semblent apporter un message qui est plausible, mais qui est, en termes purement quantitatifs, est extrêmement fragile. Enfin, une autre limite de ce travail, c'est que ici on s'intéresse aux émissions de gaz à effet de serre, mais il y a tout un tas d'autres dimensions environnementales dont on voudrait rendre compte, mais pour lesquelles finalement ce type d'outils conceptuels et ces travaux n'existent pas et qu'on aurait vraiment beaucoup de mal à bien quantifier. Et notamment, ici, je cite la biodiversité comme un élément effectivement dont on voudrait, d'ailleurs sur lesquels on a des demandes, sur lesquels il faudrait qu'on investisse. Alors déjà il s'agit
même la mesure en termes physiques de la biodiversité pose question. Il y a des travaux qui sont faits alors au niveau mondial et qui sont justement traduits au ministère de l'Environnement, au SDES, qui se traduisent par une mesure, une description des écosystèmes. Mais la mesure même de la biodiversité, il y a des indicateurs qui existent, mais il n'y a pas de cadre conceptuel clair qui permettent effectivement de le traduire en termes quantitatifs, en tout cas avec une valorisation monétaire, comme on le fait dans ce travail. Donc voilà, hein, en conclusion de mon propos, je reviens un petit peu sur ce que j'ai présenté. Hein. Vous avez bien vu, hein, il y a deux natures de travaux qui sont présentés, sur lesquels qui consiste un petit peu dans ce travail des comptes nationaux augmentés. Il y a d'une part les résultats vraiment que je qualifierais de statistiques, qui sont vraiment solides, robustes, et qui sont l'objet d'une production statistique régulière jointe avec le ministère de l'Environnement, hein, qui nous permettent de produire des informations qui sont pérennes et rétropolées, ce qui nous permet de faire des évolutions de long terme que je vous ai présentées. Ces chiffres, ils ont vocation à alimenter le débat public et à être vraiment des chiffres de référence, notamment la mesure de l'empreinte carbone, hein, qui est vraiment permise par par les compétences des comptables nationaux, notamment via l'utilisation des tableaux entrée-sortie. Donc c'est vraiment un élément important qui justifie aussi un investissement fort du département des comptes nationaux dans cette activité et de l'INSEE plus généralement. L'intérêt, c'est de pouvoir mettre en regard ces chiffres des évolutions de gaz à effet de serre avec des chiffres d'activité économique, et aussi de mettre ces informations à disposition sur le site de l'INSEE. Donc l'autre volet, c'est vraiment la présentation d'indicateurs synthétiques qui permettent, qui s'appuient d'une part sur les comptes d'émissions qui sont établis dans un premier temps, mais ces indicateurs statistiques, ce seront des statistiques qui seront au mieux expérimentales. Elles sont beaucoup plus fragiles que les indicateurs usuels de la comptabilité nationale, d'une part parce que ils s'appuient sur des projections, elles sont elles sont assorties d'une très forte incertitude. Cela étant, même si il y a une sorte d'incertitude sur ces indicateurs, le cadre d'analyse nous semble bien établi et permet d'une certaine manière de savoir sur quelles informations il faut investir pour pouvoir améliorer ce type d'indicateurs, et notamment ça nous permet de savoir qu'il s'agit de mieux comprendre un petit peu quelles sont les conséquences des dommages futurs, de savoir dans quelle mesure on peut mieux asseoir la trajectoire des émissions futures, et de mieux voir comment essayer d'estimer les prix du carbone. Alors du coup, je vais peut-être m'arrêter là parce que je crois que j'ai débordé un petit peu le temps qui m'était imparti. Donc n'hésitez pas à me poser des questions si vous en avez. Merci beaucoup, Sébastien. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Alors, j'en vois. Le micro. Je peux parler fort, mais. Oui, voilà. Non. Est-ce qu'on m'entend? Oui, oui. Ah, parfait. J'avais une petite question, du coup, là, c'est impressionnant. C'est par rapport, du coup, aux indicateurs synthétiques, par rapport à leur fragilité. Je me demandais si ça empêchait peut-être des analyses prospectives, par exemple, essayer de prédire des valeurs de PINA dans le futur. Pardon, choisir des valeurs de PINA? Si on pouvait utiliser les indicateurs synthétiques comme outil prédictif, est-ce qu'on pouvait utiliser des valeurs futures? Alors, normalement, l'idée de ces indicateurs, c'est d'essayer d'avoir un assessment, enfin une évaluation sur la situation courante. Alors, c'est-à-dire, ce que vous voudriez, c'est on voudrait projeter le PINA, c'est voir comment il évolue au cours du temps, en fait, c'est ça? Ouais. Alors, je sais pas. Alors déjà, il faudrait qu'on soit. Alors, il y a plusieurs problèmes. Enfin, il y a plusieurs difficultés qui se posent par rapport à cela.
La première, c'est qu'on a besoin de séries plus longues pour le PINA pour utiliser les propriétés statistiques et les projeter sur plus longue période. Et là, on n'est pas, on commence en 2018. Et une des raisons, c'est que en fait, c'est compliqué d'avoir des trajectoires, notamment du prix du carbone, de ce que j'appelle la valeur d'action du climat, avant cette période. Donc déjà, même construire cela, c'est un peu compliqué. Après, d'une certaine manière, le PINA s'appuie lui-même sur des scénarios prospectifs et avec, par exemple, notamment la trajectoire d'évolution des émissions dans le futur. Donc, si on voulait le faire, en fait, il faudrait, enfin, disons que il y a une articulation entre les deux dimensions qui doit être compliquée à gérer, à mon avis. C'est c'est pour ça, je pense que c'est intéressant à voir comment il se projetterait, mais ce serait intéressant à considérer, je dirais, comme un outil qui serait le résultat d'un modèle plus général. Mais ces modèles existent, hein, c'est les Integrated Assessment Models, c'est des modèles qui prédisent un petit peu les évolutions des gaz, des émissions et qui essayent justement de modéliser le lien entre les émissions et l'activité économique. C'était vraiment ce type de modèle a été popularisé par Nordhaus, bon avec des critiques parce que ça avait comme conséquence que ça avait un coût social du carbone qui était vraiment bas. Mais en fait, il y a une amélioration qui les essaye de rendre ces modèles un peu plus raisonnables. Mais moi, je vois le PINA comme une espèce finalement d'indicateur qui pourrait être en sortie de ce type de modèle. Je sais pas si je suis clair, mais c'est-à-dire qu'il faut à la fois, c'est-à-dire que si l'idée c'est d'évaluer une politique publique actuelle et de regarder sur la trajectoire du PINA futur, il faut, à mon avis, passer par ce type de modèle parce que ça rétroagit sur le trajectoire d'émissions correspondantes qui elle-même rétroagit directement sur le PINA. Je sais pas si je suis clair. Si, je pense que c'est... Vous voyez, à mon avis, c'est un peu compliqué. C'est-à-dire, si on veut utiliser le PINA dans ce cadre-là, il faut le faire vraiment de façon directement en lien avec les hypothèses sous-tendant les choix, la façon dont les prix sont construits. Okay. C'est ça qui rend les choses aussi compliquées, en fait. C'est-à-dire, il est vraiment construit pour dire ce qui se passe aujourd'hui, mais son évolution dans le futur, c'est un peu compliqué. En revanche, je pense que là où le travail il est intéressant par rapport à la question, par rapport à la question que vous posez, c'est vraiment le cadre conceptuel en fait. Ça dit c'est un indicateur qu'il faut regarder, y compris dans un cadre d'évolution prospective, et c'est intéressant à examiner, je pense. Merci Sébastien. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? Alors, je vais essayer de faire. Oui, merci pour votre présentation, vraiment très intéressante. Moi, j'avais une question. Donc, vous prenez en compte dans le PINA le coût en fait de la décarbonation, mais quid des coûts de l'adaptation? Alors conceptuellement, en fait, ils sont dans les coûts des dommages. C'est-à-dire que les coûts d'adaptation, hein, l'adaptation, c'est quand il y a un dommage, typiquement c'est les coûts d'adaptation, c'est on va renforcer les digues pour contrer l'augmentation du niveau de la mer. C'est ça, hein, vous avez en tête. Donc ça, c'est les coûts d'adaptation, et ça, normalement, conceptuellement, l'idée, c'est d'en rendre compte dans le coût social, c'est-à-dire que plutôt de regarder le coût lié à la destruction de l'augmentation du niveau de la mer, on met le coût que l'on prend en compte, c'est le coût de construction de la digue. Alors après, dans l'évaluation qui est faite, il faut regarder plus dans le détail la façon dont c'est construit. Mais conceptuellement, c'est là qu'on le met, en fait. Vous voyez ? Et effectivement, et le coût de décarbonation, là, c'est différent. C'est vraiment le coût consistant à faire en sorte que les technologies utilisées pour l'activité économique courante, d'ailleurs pas seulement l'activité économique, même pour se chauffer ou se déplacer, elles soient moins décarbonées. Et là, c'est un autre coût. Merci.
Peut-être on peut voir s'il y a une question à distance. David, est-ce que tu nous entends? Oui, avant, on peut peut-être cesser le partage pour pouvoir voir Ah oui, la pardon. salle. Voilà. Mais je crois que la salle, elle sera pas vue parce qu'en fait, je pense que c'est pas le bon micro. Enfin, je sais pas. C'est-à-dire le micro est découplé de l'image et donc du coup, ce qui apparaît en spontanément, c'est disons que la salle apparaît en tout petit en fait. Mais c'est pas grave. Euh, Oui, alors je vais lire la question. Comment seraient pris en compte les effets d'une technologie ou de ressources naturelles, type hydrogène naturel, sur la valeur des actifs et donc de l'épargne nette ajustée? Alors en fait, du coup, si l'idée d'utiliser ce type de technologie, on est plutôt dans la problématique de décarbonation, et donc l'idée c'est de prendre en compte le coût à utiliser cette technologie plutôt qu'à ne pas l'utiliser. Donc là, ça va être pris en compte via les coûts de décarbonation et notamment via la valeur d'action du climat. Et typiquement, la façon dont la valeur d'action du climat, hein, qui reflète un petit peu le coût des émissions, le coût d'abattement, le coût à renoncer à des émissions, ben je crois qu'ils utilisent un petit peu cette option technologique pour justement rendre compte finalement du coût global de décarbonation. Donc ça joue, donc du coup c'est un coût pour l'économie parce que si spontanément le marché enfin les mécanismes de marché ne font pas que cette technologie est adoptée, ça veut dire qu'il y a un coût supplémentaire pour l'économie dont il faut rendre compte. Et c'est de ce coût-là qu'on essaye de capter. Maintenant, il y a des technologies décarbonées qui sont adoptées spontanément. Typiquement, le nucléaire, c'est une technologie qui a été adoptée par le passé, mais qui a été, enfin, pas pour des mécanismes de marché, mais qui a été pas pour des raisons climatiques ou de lutte contre le climat. Vous voyez, donc et là, du coup, cette notion de coût supplémentaire, elle apparaîtra pas. Vous voyez la nuance? Mais là, soit effectivement, bah, c'est une technologie compétitive qui, par rapport, par exemple, au prix du pétrole, il y a, il y a, il y a une logique à l'adopter. Bah, dans ce cas-là, bah, ça serait neutre par rapport à notre travail. Mais si ça génère un coût supplémentaire, bah, c'est censé être pris en compte par les coûts de décarbonation. Merci beaucoup, Sébastien. Et donc, on va passer à la présentation suivante, donc d'Isabelle Delhomme et Manon Goulot. Bah merci, bah au revoir. Il y a la petite télécommande sur la table pour pouvoir passer les diapos si vous voulez. Et vous avez la parole, je vous donne 15 minutes de présentation. Donc, Manon Rouleau d'RP de la Loire et moi-même nous allons vous présenter une étude qu'on a réalisée en collaboration sur les émissions de gaz à effet de serre et de polluants atmosphériques dans la région des Pays de la Loire. Là, on n'est plus au niveau national, on revient dans la région. Du coup, Sympa. ouais, c'est bon, ouais. Donc, tout d'abord, Manon vous présentera un petit peu les concepts et les sources utilisées pour cette étude. Et ensuite, moi, je vais vous présenter donc les résultats de l'étude que nous avons réalisée. Et après, Manon fera un petit prolongement sur les émissions des dernières années. Alors, concernant l'étude qui va vous être présentée, les données s'appuient notamment sur l'inventaire territorial d'émissions Basemis. C'est un inventaire qui est produit par Air Pays de la Loire, l'association régionale de surveillance de la qualité de l'air. C'est un inventaire territorial d'émissions qui porte sur 3 volets, l'énergie, le climat et la qualité de l'air. Cet inventaire consiste à spatialiser et sectoriser à l'échelle de la région
différents indicateurs, les consommations d'énergie, la production d'énergie renouvelable, les émissions de gaz à effet de serre et les émissions de polluants atmosphériques. L'inventaire couvre donc l'ensemble des Pays de la Loire et les données sont disponibles jusqu'à la maille communale. Pour faire le lien avec la première présentation, l'inventaire territorial d'émissions, c'est une méthode parmi d'autres de comptabilisation des émissions qui consiste à prendre en compte l'ensemble des émissions qui sont associées à différents secteurs d'activité qui vont se retrouver au niveau des territoires. Donc, on prend en compte dans cet inventaire le secteur de l'agriculture, avec notamment les émissions liées aux cultures et à l'élevage, les émissions qui concernent la mobilité avec le transport routier et également les autres transports, donc notamment le ferroviaire, le maritime, le fluvial, les tramways. Également tout ce qui concerne les activités industrielles et de production d'énergie avec la branche énergie, avec une approche plutôt bâtiment, les bâtiments résidentiels et tertiaires, et également le traitement des déchets. C'est un inventaire qui est réalisé conformément à un guide national, qui est le guide PCIT. Donc ça signifie Pôle de coordination des inventaires territoriaux. Il faut savoir qu'en France, dans chaque région, une association de surveillance de la qualité d'air a en charge la réalisation d'un inventaire d'émissions de ce type, réalisé suivant du coup ce guide qui est partagé à l'échelle nationale. Avant de plonger dans les résultats de l'étude, c'est important de bien distinguer les notions d'émission et concentration. Donc, une émission, c'est une quantité de polluant qui est émis à l'atmosphère sur une durée. Donc, une unité qu'on utilise souvent dans les inventaires, c'est les kilogrammes par an ou les tonnes par an. Il faut imaginer que c'est ce qui sort d'une cheminée résidentielle ou industrielle ou encore d'un pot d'échappement. Donc, ces données, elles sont obtenues par calcul en associant des données d'activité, par exemple des quantités d'énergie consommées, des nombres de salariés par activité économique, des tailles de cheptel par commune, à des facteurs d'émission. Donc, une fois que ces polluants ils sont émis à l'atmosphère, ils peuvent être transportés par le vent, s'accumuler suivant les conditions météo, suivant aussi le relief, même l'agencement des rues. Ils peuvent se disperser également et puis subir des transformations physico-chimiques. Et c'est là qu'on parle de concentration qui caractérise une quantité de polluants dans un volume d'air. À RPI de la Loire, on travaille à la fois sur la caractérisation des sources d'émissions avec l'inventaire Basemis et aussi sur le suivi des concentrations avec un réseau de stations de mesure déployées dans la région et des travaux de modélisation qui nous permettent d'obtenir la concentration en tout point dans la région. Et donc aujourd'hui, dans le cadre de l'étude, c'est bien sur les émissions que l'étude porte. Alors du coup, je vais vous présenter donc les résultats de l'étude. L'objet de l'étude, c'était d'avoir un regard territorial sur les émissions de gaz à effet de serre et puis dans un second temps sur les polluants atmosphériques. Donc tout d'abord, donc ce qu'on constate dans la région, c'est une baisse modérée des émissions de gaz à effet de serre, mais quasiment continue depuis 2008, avec une baisse en moyenne de 0,8% par an. L'émission globale sur 2021 est de 28 millions de tonnes équivalent CO2. Donc, ce qu'il y a à noter, c'est que cette baisse, elle est quasi continue, sachant qu'en parallèle, la population n'a cessé d'augmenter. Donc, ramené aux habitants, ça fait qu'on a une baisse assez conséquente. Par ailleurs, dans le cadre du schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires, donc le SRADET, des objectifs ont été mis en avant, donc l'atteinte de 24 millions de tonnes équivalent CO2 en 2026 et jusqu'en 2050 de 7 millions de tonnes équivalent CO2. Donc là, par contre, on voit sur le graphique, il y a les lignes pour 2050 et 2030, on voit que on est encore assez loin de l'atteinte de ces objectifs, malgré la baisse. Donc maintenant, si on regarde au niveau des territoires, donc là, on a choisi les zones d'emploi de la région des Pays de la Loire. Donc, ce qu'on constate, c'est que dans la région, on émet 7,1 tonnes équivalent CO2 par habitant. Toutefois, les émissions sont très diverses entre zones d'emploi.
Donc la zone d'emploi qui émet par habitant le moins, c'est la zone d'emploi de Nantes, puisqu'elle émet 4,3 tonnes équivalent CO2 par habitant. Toutefois, c'est la zone d'emploi qui émet le plus dans la région du fait du nombre d'habitants et de la taille conséquente de cette zone d'emploi. Et on va jusqu'à 17,78 tonnes équivalent CO2 par habitant pour la zone d'emploi de Mayenne. Alors là, ça vient du fait de la spécialisation économique de la Mayenne, où on y trouve beaucoup d'agriculture et d'industrie. Et au niveau des industries, celles souvent qui émettent le plus de gaz à effet de serre. Maintenant, si on regarde par secteur comment les gaz à effet de serre sont émis. Donc là, on vous a mis sur chaque graphique les 10 zones d'emploi les plus émettrices dans la région par secteur. Donc à gauche, l'agriculture et à droite, l'industrie hors branche énergie, puisque la branche énergie est très concentrée dans une seule zone d'emploi de la région. Donc là, ce qu'on constate, c'est que ce sont les zones de Laval et de Mayenne qui sont les plus émettrices pour l'agriculture, parce que c'est là qu'on va retrouver beaucoup d'élevages bovins notamment, et donc qui va expliquer les chiffres des émissions de gaz à effet de serre. On a d'autres zones d'emploi à l'opposé, comme les Sables d'Olonne ou Saumur, qui ont une orientation agricole beaucoup plus diversifiée et qui du coup vont émettre moins de gaz à effet de serre. Côté industrie, du coup, la première zone d'emploi qui émet le plus, c'est Laval. Donc, notamment parce qu'on y trouve des industries de cimenterie, par exemple. Ensuite, on va avoir Saint-Nazaire, qui est aussi une zone d'emploi très industrielle, avec notamment les chantiers navals. Sur les secteurs plus liés au ménage, donc là, on va trouver sur la droite le secteur résidentiel avec les ménages. Donc là, ce qui est à noter, c'est que c'est le fioul qui est le combustible de chauffage le plus impactant et qui va amener des émissions de gaz à effet de serre assez importantes. Sur ce secteur-là, on est à 4,9 millions de tonnes CO2 d'émissions de gaz à effet de serre. Voilà, ce qui représente 18% des émissions dans la région. Sur le graphique de gauche, donc c'est le secteur du transport routier qui est pris en compte, qui correspond à peu près à 94% des émissions du secteur du transport en termes d'émissions de gaz à effet de serre. Il représente 28% des émissions dans la région. Et de fait, c'est Nantes qui va être la zone d'emploi la plus impactée par le volume des émissions de gaz à effet de serre. Donc, notamment, c'est à noter que dans la région, on émet 15,6 kg de CO2 par personne par semaine, ce qui impacte également les émissions de gaz à effet de serre. Voilà. Donc, c'est un secteur qui, malgré la hausse de la population, a tendance à rester relativement stable dans le temps au niveau des émissions. Alors, au niveau des polluants atmosphériques, donc donc, ce qu'on voit, c'est que quasiment tous les polluants atmosphériques ont des émissions en baisse depuis 2008. Toutefois, certains secteurs ont des émissions comparées au niveau national bien plus élevées que d'autres, notamment les émissions d'ammoniac qui notamment sont surtout émises dans l'agriculture
qui sont 2 fois plus élevés par habitant qu'au niveau national. Toutefois, c'est quand même en baisse avec une baisse de 10% entre 2008 et 2021. On a également une surreprésentation dans la région des émissions de particules fines, avec quand même une baisse à noter de 33% entre 2008 et 2021. Et enfin, ce qui est davantage aussi présent dans la région, ce sont les oxydes d'azote, mais pour lesquels on a une baisse assez forte de 42% entre 2008 et 2021. Et je laisse la parole à Marie. Ok, je vais t'arrêter. Donc, à la suite de cette étude réalisée en partenariat avec l'INSEE, l'inventaire Basemis a été actualisé. C'est quelque chose qu'on fait tous les 2 ans pour étendre l'historique qui est pris en compte. Donc là, actuellement, c'est la nouvelle version V8 qui intègre les résultats 2021 et 2022, et également un estimatif provisoire sur 2023 et 2024. Donc, en Pays de la Loire, en 2022, les émissions de gaz à effet de serre elles s'élevaient à hauteur de 24,5 millions de tonnes équivalent CO2, avec 3 principaux secteurs émetteurs, l'agriculture en vert, le transport routier en bleu et l'industrie en rouge, à hauteur respectivement de 31, 30 et 13%. À noter pour le secteur agricole, c'est une spécificité, les émissions de gaz à effet de serre pour ce secteur, elles proviennent majoritairement d'origine non énergétique. Donc, c'est des émissions qui ne sont pas liées à des consommations d'énergie, mais plutôt des émissions de méthane liées à la gestion des effluents d'élevage et également des émissions de protoxyde d'azote, N2O, qui sont là plutôt liées à l'utilisation d'intrants azotés, donc minéraux organiques pour la fertilisation des cultures. En termes d'évolution, depuis donc, la première année de l'inventaire 2008, on observe une baisse de 20% des émissions de gaz à effet de serre pour la région entre 2008 et 2022 et de moins 22% à horizon 2024 provisoire. Cette baisse, elle s'explique par différents facteurs. On a à la fois la contribution de la décarbonation de l'énergie, qui est évoquée aussi dans la première présentation, donc c'est-à-dire une moindre consommation de gaz naturel, de fuel et un recours plus important à des énergies comme l'électricité ou le bois énergie. On a également l'action de l'efficacité énergétique, que ce soit au niveau des bâtiments avec l'isolation thermique, l'évolution aussi des motorisations des véhicules et puis dans les procédés industriels. Et le dernier effet, c'est au niveau du secteur agricole, le recul du cheptel bovin. Donc c'est ce qu'on voit au niveau des 2 encarts sur la droite. Donc l'agriculture, premier secteur émetteur en 2022 sur les Pays de la Loire, avec 7,6 millions de tonnes équivalent CO2, et une baisse sur ce secteur de moins 16% entre 2008 et 2022, qui s'explique, comme je l'évoquais, par à la fois le recul du cheptel bovin et puis également l'évolution des pratiques agricoles, donc une moindre utilisation d'intrants azotés et une meilleure gestion également des effluents d'élevage. Sur les transports, donc à la fois routiers et non routiers, le total s'élève à hauteur de 7,7 millions de tonnes équivalent CO2 en 2022. Là, on a également à la fois l'évolution des motorisations avec l'arrivée dans le parc des véhicules électriques, hybrides et également de véhicules qui consomment moins d'énergie. On a une stabilisation notamment sur le transport routier, des émissions de gaz à effet de serre, malgré une hausse des nombres de kilomètres parcourus sur la région, qui est de plus 8% entre 2008 et 2022. Maintenant, si on regarde ramené par l'habitant, pour comparer à l'échelle nationale, le total en Pays de la Loire en 2022, il s'est élevé à hauteur de 6,7 tonnes équivalent CO2, contre 5,5 à l'échelle de la France. Et ça s'explique notamment par la prégnance de l'activité agricole en Pays de la Loire par rapport à la moyenne française. Donc pour conclure sur cette diapositive, donc on a bien une baisse des émissions sur la région de moins 20% entre 2008 et 2022. Donc une tendance à la baisse, mais qui pour autant n'est pas suffisante pour atteindre les objectifs à terme, donc à l'échelle, les objectifs régionaux et nationaux, notamment à terme de neutralité carbone à horizon 2050, donc c'est-à-dire arriver à un équilibre entre les émissions de gaz à effet de serre résiduelles et puis la séquestration nette. Voilà. Et pour finir sur une note positive, 2022, c'est quand même l'année où les émissions de gaz à effet de serre en Pays de la Loire sont les plus faibles depuis 2008.
hors année provisoire 2023 P et 2024 P. Donc plus faible encore que pour l'année 2020 qui avait été marquée par la crise du Covid et également du coup une baisse des émissions. Et ça s'explique à la fois par la baisse continue, donc décarbonation de l'énergie, efficacité énergétique, etc. Et aussi des efforts de sobriété énergétique importants qui ont été mis en place en 2022 pour faire face à la crise énergétique, donc notamment la hausse des coûts de l'énergie. Et donc, pour faire le lien ensuite avec les émissions de polluants atmosphériques, donc les polluants atmosphériques se distinguent des gaz à effet de serre. Ils vont avoir des effets en général plus locaux, voire régionaux. Et ils ont également une durée de vie dans l'atmosphère qui est plus courte. En termes d'effets environnementaux, on va retrouver notamment des effets sur l'acidification des milieux, l'eutrophisation par des apports excessifs en azote et également des contributions indirectes au changement climatique. Et il se distingue aussi par des effets sanitaires, donc notamment respiratoires, mais aussi cardiovasculaires et métaboliques. Le point commun avec les gaz à effet de serre, c'est qu'ils ont des secteurs émetteurs en commun. Donc vous le voyez sur le graphique. Les polluants qui sont présentés, c'est les polluants qui sont suivis dans le cadre des plans climat air énergie territoriaux, qui sont des documents de planification mis en place par les collectivités. Donc, pour commencer sur les particules, donc c'est les particules PM10, ce sont des particules de diamètre inférieur à 10 micromètres. Elles proviennent à l'échelle régionale en 2022 majoritairement du secteur résidentiel. Donc là, plutôt en lien avec le chauffage au bois énergie domestique, en particulier sur les appareils les moins performants, notamment les foyers ouverts. Et puis sur le secteur agricole, en lien avec tout ce qui va être activité de travail du sol, labour, moisson, qui engendre des poussières. Sur les PM2,5, donc là, c'est les particules de diamètre inférieur à 2,5 micromètres, donc plus petites que les PM10. Là, on a une contribution à hauteur de 63% du secteur résidentiel, donc toujours en lien avec ce chauffage au bois énergie domestique et en particulier les appareils les moins performants. Ensuite, sur le dioxyde de soufre SO2, à l'échelle régionale, on a une contribution pour plus de la moitié, 55% de la branche énergie. Donc là, en lien avec notamment l'activité de raffinage du pétrole et puis aussi la combustion de produits pétroliers soufrés, donc par exemple le fioul. Ensuite, sur les oxydes d'azote, les NOx, on a une contribution aussi pour plus de la moitié du transport routier en lien avec la combustion automobile. Sur l'ammoniac, NH3, là, on a une contribution quasi exclusive du secteur agricole, 97% des émissions, qui est liée à la fois à la gestion des effluents d'élevage et puis l'utilisation d'intrants azotés. Et pour finir, les composés organiques volatiles non méthaniques, les COVNM. Donc là, il s'agit d'une famille de substances qui contient notamment le benzène, qui est un polluant qui est réglementé dans l'air ambiant en termes de concentration. Et là, on a une contribution à la fois du secteur résidentiel et industriel, en lien avec l'utilisation de solvants, donc pour les travaux domestiques, par exemple, tout ce qui va être colle, vernis, peinture, et également l'utilisation de solvants dans l'industrie, donc plutôt, par exemple, dans le secteur de la chimie ou pour des procédés de dégraissage, etc. Et également, sur le résidentiel, une contribution au niveau du chauffage au bois énergie domestique. Ensuite, en termes de tendance, si on regarde donc depuis 2008 jusqu'à 2022, on observe des tendances à la baisse sur l'ensemble des polluants, allant de moins 20% pour l'ammoniac NH3 jusqu'à moins 75% pour le dioxyde de soufre SO2. Si on fait un pas de côté et on regarde les tendances provisoires pour 2024, on observe donc une baisse pour le SO2, les NOx et l'ammoniac, une stabilisation pour les particules PM10 et puis une hausse pour les particules PM2,5 et les composés organiques volatiles non méthaniques du fait du recours au bois énergie qui augmente en 2023 et 2024, provisoire. Donc pour faire la comparaison par rapport aux objectifs nationaux de réduction des émissions de polluants atmosphériques, ce sont des objectifs qui sont définis dans un plan national qui s'appelle le PREPA et qui fixe des objectifs en pourcentage de réduction des émissions. Donc, en Pays de la Loire, les objectifs de la première tranche, c'est ceux qui sont fixés de 2020 à 2024.
ils sont atteints pour tous les polluants qui sont visés dans ce plan. Donc, ce sont tous les polluants sur le graphique, hormis les PM10 qui ne présentent pas d'objectif dans ce plan-là. Par contre, il y a des efforts complémentaires qui seront nécessaires pour atteindre les prochains objectifs à horizon 2030, notamment sur les PM2,5, les particules fines PM2,5 et les composés organiques volatiles non méthaniques. Donc sur les solvants et puis les changements des appareils de chauffage au bois. Et donc pour terminer, donc toutes ces données sont disponibles en ligne sur notre site internet et les publications associées. Et pour les personnes en présentiel, il y a 2 brochures disponibles, une sur les chiffres clés de l'énergie, du climat et de la qualité de l'air en Pays de la Loire, qui reprend ces éléments-là. Et puis un bilan de la qualité de l'air en Pays de la Loire avec un recul sur les 20 dernières années de mesures, donc là plutôt sur les concentrations, la mesure et la modélisation. Merci beaucoup. Je vous propose qu'on passe à la présentation d'Emmanuel Fassini de la DREAL sur les actions du climat et qualité de l'air. On prendra les questions à la suite de cette présentation. Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Emmanuel Fatini, je suis de la DREAL des Pays de la Loire. La DREAL, donc, c'est un service de l'État qui est en charge de porter les politiques publiques de transition écologique, notamment dans de nombreux domaines de notre vie du quotidien, notamment le logement, le transport, l'industrie, la biodiversité, l'eau, les paysages, et également donc l'énergie et le climat. Aujourd'hui, je vais pas trop vous parler de chiffres parce qu'en fait, effectivement, il y a beaucoup de chiffres qui vous ont été présentés précédemment. Et comme l'a dit Madame Jacob en introduction, c'est très important en fait de disposer de ces données, de ces indicateurs, à la fois pour sensibiliser l'ensemble du public et notamment les décideurs en matière d'action en faveur du climat, de la lutte contre le changement climatique. Et en cela, donc, les travaux qui ont été présentés par l'INSEE sur des indicateurs économiques, je trouve, sont vraiment très intéressants et sont de nature à renforcer justement la sensibilisation en titillant un petit peu le volet économique, puisqu'on sait toujours que c'est un argument qui est assez fort en général. Donc ça, c'est très intéressant. Et puis aussi pour relever que les travaux importants faits par RPI de la Loire et qui ont été aussi relayés par l'INSEE sur les inventaires territoriaux en Pays de la Loire, ça c'est vraiment notre base de travail et de suivi des actions qui peuvent être mises en place dans la région. Pour nous, c'est vraiment très important de pouvoir disposer de l'ensemble de ces données. Je vous propose dans ma présentation, dans un premier temps, de voir un petit peu derrière ces chiffres d'émissions de gaz à effet de serre, comment ça se traduit finalement en effet sur le climat. Dans un deuxième temps, vous parlez en fait des politiques nationales qui sont mises en place et les objectifs que l'on s'est fixés au niveau national, qui reprennent aussi des objectifs de niveau européen, pour lutter justement contre ce changement climatique. Et enfin, donc, quelques exemples d'illustrations d'actions que l'on mène à la fois par la DREAL, mais aussi avec la collaboration d'autres services de l'État pour des actions donc concrètes de déclinaison de ces politiques nationales de l'énergie et du climat. Effectivement, je voulais revenir derrière ces chiffres d'émissions de gaz à effet de serre. Ça se traduit en fait en termes de réchauffement climatique par un changement qui est déjà constaté aujourd'hui, y compris dans la région. Au niveau mondial, en fait, on constate que la concentration en gaz carbonique n'a jamais été aussi élevée depuis au moins 2 millions d'années, qu'il fait chaud sur Terre, qui n'a pas fait aussi chaud sur Terre depuis au moins 125 000 années, et que tout cela, en fait, est dû à nos activités, nos émissions de gaz à effet de serre. Ça, c'est démontré scientifiquement, il n'y a aucun doute là-dessus.
Voilà. Et ça se traduit très concrètement, notamment en Pays de la Loire, un réchauffement moyen, donc la température moyenne en Pays de la Loire, a augmenté d'environ 0,37 degrés tous les 10 ans. Et vous voyez sur le petit schéma, je vous ai mis un petit peu l'évolution de la température moyenne annuelle depuis les années 1950 jusqu'à aujourd'hui. Et on voit bien que à chaque fois, depuis les années 1990, on observe systématiquement des températures moyennes qui sont en hausse. Donc, ce sont toutes les barres rouges que vous voyez depuis 1990. Donc, le changement climatique est déjà bien en marche et constant. Un petit point aussi pour expliquer aussi que ce changement climatique, en fait, ne peut pas évoluer du jour au lendemain. C'est qu'il y a une certaine inertie, en fait, c'est que tous ces gaz à effet de serre qui sont émis depuis le début de notre ère industrielle, hein, depuis le début du XXe siècle, effectivement, comme le disait aussi Manon d'RPI de la Loire, ces gaz à effet de serre ont certaines durées de vie dans l'atmosphère. Et pour vous donner un exemple, donc le CO2, le dioxyde de carbone, qui est majoritaire hein, dans les gaz à effet de serre, c'est à peu près les 3/4 des gaz à effet de serre émis par nos activités, il persiste dans notre atmosphère pendant 100 à 125 années. Donc c'est pour vous dire que les actions que l'on décide aujourd'hui, elles auront probablement un impact, certes, dans les années très courtes là qui arrivent, mais aussi surtout pour les générations futures. Donc, tout retard en fait dans les actions prises auront un impact encore plus important sur le climat futur. Et donc, ce réchauffement climatique, eh bien, il est amené à s'amplifier dans les années à venir, justement lié à cette inertie des gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Et là, je vous ai mis un petit graphique à l'échelle mondiale de l'évolution en fait de l'augmentation des températures moyennes dans le monde. Donc c'est à gauche, l'axe de gauche entre 0 degré et plus 5, plus on n'espère pas plus, en fonction effectivement des émissions de gaz à effet de serre. Donc ce dont on est certain en fait, c'est que, donc, comme je vous l'ai dit, on observe déjà une augmentation des températures à l'échelle mondiale. On est déjà certain qu'en 2030, on atteindra ce seuil des plus 2 degrés, qui était le seuil un peu fixé comme horizon dans le cadre des accords de Paris sur le climat, où 191 pays s'étaient mis d'accord, en fait, s'étaient engagés à limiter leurs émissions de gaz à effet de serre pour ne pas dépasser ce seuil des plus 1,5 degrés à l'échelle de la planète, ce qui donne 2 degrés au niveau français, pour éviter justement des effets d'emballement éventuels de ce changement climatique avec des impacts qui seraient moins maîtrisables. Donc on sait d'ores et déjà, d'après les projections en fait d'émissions de gaz à effet de serre dont on dispose et en fonction des engagements connus de ces différents pays dans le monde, que ce seuil des 2 degrés sera atteint en 2030. Ce que l'on sait moins pour l'instant au niveau scientifique, c'est comment ça va évoluer au-delà de 2050. Ce que l'on présume, c'est qu'en fonction effectivement des politiques mises en place dans les différents pays dans le monde, on s'attend à ce qu'en France, on soit confronté à plus 4 degrés d'ici la fin du siècle. Donc vous le verrez, ça c'est important parce que c'est un cap que l'on retient en fait pour pouvoir se préparer à ce type de climat et pouvoir s'adapter à plus 4 degrés en France en 2100. Pour revenir aussi sur l'évolution des gaz à effet de serre, comme ça a été dit aussi précédemment, en France pour l'instant, on observe effectivement depuis 1990 une baisse de l'ordre de moins 30% des gaz à effet de serre. C'est à peu près la même chose au niveau européen. Mais dans le monde, il faut savoir que depuis 1990, les gaz à effet de serre continuent à augmenter. Et depuis 1990, on est à plus 60% dans le monde globalement sur ces émissions de gaz à effet de serre. Donc vous voyez que cette trajectoire de plus 4 degrés, c'est quelque chose qui est tout à fait probable. Alors on peut se dire finalement, est-ce que c'est beaucoup plus 4 degrés
d'ici 2100. Eh bien, en fait, oui, c'est énorme. Parce que certains pourraient se dire, bah, finalement, c'est pas mal. Aujourd'hui, là, on a 19 degrés prévus à Nantes, 24 degrés hier à Biarritz. On peut se dire, finalement, c'est peut-être pas mal le changement climatique. En réalité, plus 4 degrés, effectivement, c'est énorme. C'est la différence entre le climat d'il y a 20 000 ans. On était dans une ère préglaciaire. Donc, vous voyez sur la carte de gauche, c'était voilà notre climat 4 degrés de moins qu'aujourd'hui. Et ça, donc, on a évolué. Donc, le climat a évolué, nos paysages ont évolué, nos contours ont évolué en 10 000 ans. Et nous, ce que l'on va faire, donc, c'est à peu près l'équivalent, plus 4 degrés, mais en 200 à 250 ans. Donc, est-ce qu'on sera capable de s'adapter? Est-ce que nos écosystèmes, est-ce que notre économie, est-ce que nos modes de vie sauront s'adapter à ces plus 4 degrés? C'est un peu toute la question qui est posée aujourd'hui, de façon assez urgente. Donc, ce réchauffement climatique, ben, évidemment, il a un impact sur notre vie quotidienne. Il aura un impact également sur la biodiversité, sur l'ensemble de notre économie. Donc, il va se traduire essentiellement par des épisodes de forte chaleur beaucoup plus fréquents, beaucoup plus intenses. Donc, on prévoit environ 40 jours par an de canicule en France. Plus de sécheresse, donc des périodes sèches avec des sols secs de l'ordre de 2 mois par an. En fait, on aura de façon un peu continue des sols complètement asséchés. On prévoit également donc un niveau de la mer qui pourrait augmenter de plus de 1 mètre à horizon 2100. Donc des phénomènes extrêmes également qui vont s'intensifier. On prévoit 12% de phénomènes de pluie extrêmes, par exemple, supplémentaires. Donc tout ça, ça va se traduire dans notre quotidien, à la fois dans notre façon d'habiter la ville avec des îlots de chaleur urbains. Est-ce que nos logements seront toujours adaptés? Ça pose la question du confort d'été, par exemple. Est-ce que nos infrastructures seront adaptées? On voit bien que ça repose beaucoup sur des systèmes électroniques, électriques, etc. Est-ce que tout ça va tenir face à ces impacts, ces changements climatiques? Notre alimentation, effectivement, l'agriculture, ça pose question, et l'ensemble de nos activités économiques, et surtout aussi les aspects sanitaires. Pour mémoire, par exemple, en 2022, il y a eu 7000 décès qui ont été attribués à la chaleur. Donc, face à ce réchauffement climatique qui est maintenant avéré, incontestable, que fait-on? Donc, ça pose la question effectivement de l'engagement sur des politiques publiques pour répondre à ces deux enjeux. D'un côté, diminuer les gaz à effet de serre, c'est comment fermer le robinet finalement des gaz à effet de serre. C'est ce qu'on appelle les politiques d'atténuation. C'est fait pour éviter l'ingérable, justement pour éviter cet emballement du réchauffement climatique. Et d'autre part, on voit bien que le réchauffement climatique, il est inévitable, il est déjà présent. Donc, il faut s'y préparer. Et donc, ce sont les politiques d'adaptation au changement climatique. Donc, sur les politiques d'atténuation, on se base toujours sur cette ambition des accords de Paris, qui est d'atteindre la neutralité carbone en 2050, c'est-à-dire qu'on ne doit pas émettre plus de gaz à effet de serre que nos écosystèmes sont capables d'absorber. C'est ça la notion de neutralité carbone. Et pour cela, en fait, on s'est fixé une trajectoire de baisse de nos émissions de gaz à effet de serre avec des budgets carbone, effectivement, qui ont été fixés par période et qui sont revus régulièrement. Donc en ce moment, on est en cours de révision, effectivement, de ces budgets carbone. Et puis ensuite, comme je vous disais, donc c'est un peu gérer l'inévitable, puisque le changement climatique est là. Autant prévoir dès maintenant des mesures pour pouvoir résister à un climat qui serait de plus 4 degrés à horizon 2100. Alors, ces politiques nationales, justement,
Elles sont regroupées dans un cadre réglementaire que l'on appelle donc la stratégie française énergie-climat, qui comporte 3 volets. Donc un premier volet qui s'appelle donc la stratégie nationale bas carbone, qui vise justement à baisser globalement nos émissions de gaz à effet de serre. Donc je vous montrerai quelques objectifs un peu sectoriels sur cette politique d'atténuation. Et puis les gaz à effet de serre sont issus en grande partie de notre consommation d'énergie, donc les carburants de nos véhicules, le gaz pour le chauffage ou pour l'industrie. Donc on a également des objectifs en termes de décarbonation de notre mix énergétique. Donc ça, c'est regroupé des objectifs donc en termes de développement des énergies renouvelables, par exemple, qui se trouvent dans une programmation pluriannuelle de l'énergie. Et enfin, un troisième volet, plutôt sur l'adaptation. Donc, il y a un plan national d'adaptation qui a été adopté cette année, en début d'année 2025, et qui vise à nous donner des pistes d'action pour justement se préparer à ce réchauffement climatique. Et puis en 2023, on a eu également une démarche plutôt méthodologique pour accélérer cette transition écologique qu'on a appelée la planification écologique et qui vise en fait à donner des pistes d'action à décliner au niveau de chaque territoire sur plusieurs chantiers qui concernent la vie du quotidien des Français. Donc des actions sur les déplacements, sur le logement, sur la préservation de nos écosystèmes, sur nos activités économiques, le mieux produire, sur notre alimentation et sur notre façon de consommer. Donc dans cette démarche, ces actions devaient également viser à baisser nos émissions de gaz à effet de serre, mais également à préserver nos ressources, notamment nos ressources naturelles en termes de biodiversité. Et cette année, il y a une réflexion supplémentaire qui est enclenchée autour des actions d'adaptation au changement climatique. Donc dans ce cadre national, en fait, je ne vais pas décrire toutes les actions, mais en gros, il faut retenir qu'il y a des actions vraiment dans tous les secteurs d'activité, avec des objectifs qui sont assez forts, parce qu'on vous a présenté en fait les sources d'émissions des gaz à effet de serre. On a vu que c'était un petit peu tous les secteurs de nos activités du quotidien. Donc notamment par exemple sur le transport. On a vu que c'était un fort secteur émetteur de gaz à effet de serre et de polluants atmosphériques. Et donc là, il y a un objectif de décarboner 100% de nos transports. Donc ça veut dire, ça se traduit par exemple dans l'arrêt de la fabrication des moteurs thermiques pour les voitures des particuliers en 2035. Donc à partir de 2035, on n'aura sur le marché que des voitures électriques neuves disponibles. Autre exemple, on a aussi cet objectif de 100% de décarbonation sur nos logements, sur les bâtiments. Donc ça passe par la rénovation énergétique, par exemple, et des modes de chauffage qui soient aussi décarbonés. Donc c'est la fin des primes, ce sont des primes, par exemple, pour accompagner le changement des chaudières au fioul, par exemple. Ça va être aussi le développement plutôt des pompes à chaleur, par exemple, sur les logements qui utilisent de l'électricité décarbonée. La production d'énergie, justement, on en a aussi beaucoup parlé, un mix énergétique qui soit 100% décarboné. Donc là, on a la chance effectivement d'avoir un parc nucléaire suffisant en France qui produit déjà 75% de notre électricité qui est décarbonée. Donc là, il s'agit de développer les énergies alternatives, donc énergie renouvelable justement, pour aller vers du décarboné et zéro fossile. Et en même temps, ça servira aussi notre PIB et notre souveraineté énergétique, puisqu'en fait, la plupart de nos énergies fossiles, elles sont importées actuellement. Donc, ce sera bon aussi pour notre produit intérieur net, le PINA, qui sera du coup amélioré. Je voulais revenir aussi sur la partie adaptation au changement climatique, parce que ça, c'est vraiment un sujet qui est vraiment pleinement d'actualité, sur lequel on essaye, nous, à l'Adréal, de sensibiliser l'ensemble des acteurs sur l'importance de se préparer à ce réchauffement climatique. Il y a
un sondage assez récent qui a été mené par la Banque publique d'investissement auprès notamment des PME et des ETI, qui en gros montrait qu'il y avait 70% des dirigeants de PME et d'ETI qui ne considéraient pas le changement climatique comme étant stratégique pour leur activité. Donc, il y a quand même encore une prise de conscience à faire prendre, notamment dans tous nos décideurs et également au grand public, sur l'importance justement de s'intéresser à ces sujets d'adaptation pour pouvoir anticiper au maximum et être plus résilient. Donc, dans ce plan national d'adaptation, donc il y a plusieurs axes. Il y a 2 axes, vous voyez l'axe 1 et l'axe 4, qui visent déjà à protéger la population et protéger notre patrimoine sur ces impacts du changement climatique. Donc, ça va être notamment se protéger vis-à-vis des risques naturels, donc inondations, sécheresse, etc. Donc, un certain nombre de mesures qui va renforcer cette protection. Et ensuite, 2 axes qui visent plutôt à adapter à la fois nos infrastructures de transport d'énergie pour prévoir donc ces impacts du changement climatique et surtout adapter nos activités humaines. On imagine que par des températures de canicule plus fréquentes, des températures qui pourront aller jusqu'à 50 degrés à l'ombre en 2050, toutes les personnes qui travaillent en extérieur, par exemple, il va falloir adapter leurs conditions de travail. Nos logements, c'est pareil. Dans nos modes de vie, des gestes tout simples aujourd'hui, sortir, aller au travail à vélo, par exemple, quand on aura des épisodes de canicule assez fortes, comment on va résister à ça? Nos écoles, les écoles pour nos enfants, est-ce qu'elles seront toujours adaptées aux activités? Et on sait que passé un certain nombre une certaine température, on a plutôt tendance à avoir le cerveau qui se ramollit et à être un peu moins réactif. Donc tout ça se prépare en fait. Donc ce plan national d'adaptation, il prévoit 200 actions à décliner à tous les niveaux, donc y compris au niveau régional et au niveau local. Donc si on parle maintenant justement de cette déclinaison régionale et locale, donc au niveau de l'Adréal, donc nous on est un petit peu les messagers en fait de ces politiques nationales que l'on essaye en fait de faire connaître et de décliner à tous les échelons, en particulier aux échelles les plus réduites au niveau du territoire, qui sont notamment les collectivités ou les entreprises. Mais avant ça, donc il y avait un exercice un petit peu global au niveau régional. Je vous en ai parlé de planification écologique. Donc ça s'est décliné à partir de 2023-2024 par une COP régionale à laquelle vous avez peut-être participé d'ailleurs, donc qui était coordonnée à la fois par le préfet de région et par la présidente de la région des Pays de la Loire, qui consistait donc à l'organisation de débats avec l'ensemble des partenaires régionaux pour élaborer en fait une feuille de route régionale de la transition écologique. Donc ça, c'est un ensemble d'actions qui a été mis dans le cadre de cette feuille de route et qui a été publiée donc fin 2024 et qui doit servir un petit peu de guide et de boîte à outils pour les décideurs, notamment locaux, les collectivités, mais aussi d'autres partenaires économiques, comme les organisations professionnelles, qui peuvent s'emparer donc de cette feuille de route qui donne un peu des priorités d'action en matière de transition écologique. Et donc, comme je vous le disais également, donc cette feuille de route, elle va être complétée cette année en 2025 sur des actions d'adaptation au changement climatique. Donc, il y a eu durant cette année également des rencontres plutôt au niveau départemental, voire infradépartemental, entre les préfets et les collectivités locales pour déterminer des priorités d'action également en fonction des impacts climatiques de chaque territoire. Donc, ces actions ensuite ont vocation à être cofinancées notamment par l'État, avec des moyens qui ont été mis en œuvre dans le cadre d'un fonds vert qui est destiné donc à appuyer ces actions prioritaires d'adaptation et de transition écologique.
Si on veut venir un petit peu plus d'un niveau inférieur, vraiment au niveau des collectivités et le travail que l'on peut faire auprès de ces collectivités pour les inciter à aller vers de mettre en place ces actions de transition écologique, on a les plans climat, air, énergie, climat territoriaux, donc les PCAET, qui sont pour nous un document vraiment très important, puisqu'en fait, ce sont ces documents qui vont porter les actions locales en matière d'énergie et de climat, et qui s'appuient sur des diagnostics qui sont issus justement des chiffres qui vous ont été présentés par RPI de la Loire de l'inventaire Basemis. Et donc, on demande à chaque collectivité, alors ça concerne les collectivités, les communautés de communes de plus de 20 000 habitants, de se projeter et d'avoir une stratégie en matière de transition écologique et d'adaptation au changement climatique. Donc, l'Adréal, notamment avec nos collègues des directions départementales des territoires, on accompagne les collectivités pour mettre en place ces plans d'action. Ensuite, on a parlé aussi énergie renouvelable. Donc, au niveau d'Adréal, on suit le développement de ces filières d'énergie renouvelable. Et il y a eu un exercice important en 2024, demandé aux collectivités de réfléchir en fait très concrètement aux zones d'implantation possible de ces énergies renouvelables. Donc là aussi, ça a demandé une réflexion en fait sur les données aussi disponibles en termes d'énergie déjà disponible et de projection à horizon 2030 sur le développement souhaitable en fait de ces énergies renouvelables. Sur la qualité de l'air, j'ai cité également le plan de protection de l'atmosphère qui est en cours de révision, qui est en cours d'élaboration, qui concerne la métropole de Nantes et toute la zone en fait entre Nantes et Saint-Nazaire, sur lequel effectivement c'est un plan qui est porté par l'État, mais qui associe en fait des actions de l'ensemble des partenaires, donc collectivités, industrie, associatifs, milieu associatif, et donc qui vise effectivement à regrouper un certain nombre d'actions qui visent à réduire les émissions de polluants. Et notamment, on a un focus sur ce plan sur le chauffage au bois domestique. On vous a présenté des chiffres sur notamment les émissions en particules fines qui sont principalement émises par le chauffage au bois domestique. Et ça, c'est un sujet qui est encore très mal connu du grand public et de l'ensemble des décideurs. Donc, on met l'accent dans le cadre de ce plan sur des actions qui visent à sensibiliser justement le public sur la baisse de ces émissions. Et puis, globalement, voilà, on fait de l'animation autour de ces politiques de transition écologique. On est amené aussi à financer ou à donner notre avis sur certains projets que finance l'État. Et puis au sein de l'Adréal, on a aussi tout un volet et tout un service qui travaille sur la prévention des risques naturels, également sur l'eau, la biodiversité, etc. Donc je n'ai pas pu tout vous détailler, toutes les actions qui sont menées, mais il y a beaucoup d'actions qui vont dans le sens justement de protection des populations et de préservation de nos écosystèmes. Si on voit également un petit extrait des actions qui sont menées plutôt auprès des acteurs économiques, puisque là on a vu notre action plutôt tournée collectivité. Là, je vais vous parler assez brièvement de ce que l'on fait auprès des acteurs économiques. On a également un rôle un peu d'incitation des entreprises, particulièrement industrielles en fait, pour qu'elles aussi, elles s'inscrivent dans un plan de transition et de décarbonation. Donc, notamment, les grosses entreprises sont tenues de réaliser des audits énergétiques et des bilans de gaz à effet de serre. Donc, on est en charge, nous, au sein d'Adréal, de vérifier que c'est bien fait. On vérifie également les plans de performance énergétique de certains gros consommateurs d'électricité qui, en échange de réduction sur certaines taxes sur l'électricité, doivent s'engager sur des plans de réduction, justement, de décarbonation et d'amélioration de leurs émissions de gaz à effet de serre. Je voulais aussi citer le suivi de projets de décarbonation
dans la zone du Grand Port de Nantes-Saint-Nazaire, parce qu'il y a beaucoup de projets qui sont émergents en matière d'énergie décarbonée, parce que dans cette zone, c'est une zone qui traditionnellement dépend fortement des énergies fossiles. On a une raffinerie de pétrole, on avait une centrale au charbon, on avait aussi une fabrication d'engrais, enfin tout ça était très émetteur de gaz à effet de serre. Donc, il y a toute une réflexion en cours pour développer des énergies alternatives et notamment, il y a des projets, par exemple, de développement de carburants, de e-carburants de synthèse pour les avions ou pour le maritime, par exemple, sur cette zone. Donc, on suit également ce type de projet. Et puis, pour faire simple, on suit également tout ce qui est lié au développement des énergies renouvelables, de leur raccordement au réseau électrique, parce que ça aussi, ça se prépare. Et puis, il y a un autre volet sur lequel voilà, j'ai mis également le label bas carbone. On travaille aussi sur tout ce qui permet de stocker le carbone. Puisque vous savez, je vous ai expliqué très brièvement ce que c'était le principe de la neutralité carbone, qui est un des objectifs à atteindre en 2050. C'est que d'un côté, on doit baisser nos émissions de gaz à effet de serre, mais de l'autre, on doit aussi augmenter la capacité de nos écosystèmes à pouvoir stocker ce carbone. Donc, ce label que l'on décerne à des projets, par exemple de boisement, de reboisement ou des bonnes pratiques qui permettent justement d'augmenter ce stockage carbone. Et puis enfin, donc, au niveau de l'Adréal, on mène beaucoup d'actions de sensibilisation de l'ensemble des acteurs sur ces problématiques de gaz à effet de serre et de climat. Donc, on est à disposition, effectivement, pour intervenir, si vous le souhaitez, dans vos différentes structures sur ces politiques nationales et régionales donc de transition écologique. Donc voilà, je crois que j'ai rien prévu d'autre. Merci beaucoup.